Quand on parle de performance textile, on pense souvent aux fibres, au tissage, au traitement. Mais il y a un paramètre physico-chimique fondamental qui est presque toujours ignoré, la gestion de l'humidité. Parce qu'un textile, ce n'est pas un matériau inerte, c'est une structure capable d'absorber, de retenir et de relâcher de la vapeur d'eau. Et cette interaction-là, elle influence directement la dégradation des fibres, le développement des micro-organismes, la perception d'odeur et même la durabilité globale du vêtement. Autrement dit, si tu ne comprends pas l'humidité, tu ne comprends qu'une petite partie du comportement des textiles. Aujourd'hui, je vais t'aider à voir ce phénomène avec un regard plus scientifique, mais surtout à le traduire en décisions concrètes applicables dans ton quotidien. Mais d'abord, avant de débuter ce podcast, j'aimerais que nous prenions quelques secondes simplement pour observer notre esprit. Savoir, est-il plutôt calme? Est-il plutôt agité? Prenons 5 secondes pour l'observer. Le facteur invisible qui change tout. Comprendre l'humidité dans tes vêtements. Comprendre comment les vêtements gèrent l'humidité. Comment la fibre gère l'humidité. Est-ce que tu t'es déjà demandé pourquoi l'entretien est si différent d'un vêtement à l'autre, alors que ce n'est pas toujours l'étoffe qui fait la différence? On pense souvent que le confort d'un vêtement dépend du tissu, dépend du tricot, mais en réalité, ce n'est presque jamais le facteur principal. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir chaud, même avec un vêtement léger? Est-ce que tu as déjà choisi un tissu en pensant qu'il serait confortable et ça n'a pas été le cas? Imagine maintenant que tu es capable de choisir un vêtement en sachant exactement comment il va réagir à l'humidité. Comprendre ça, ce n'est pas juste une question de confort. C'est une façon de faire des choix plus alignés, plus conscients et qui ont un impact réel. Dans l'industrie textile et même dans notre quotidien, on prend souvent des décisions en pensant bien faire. On regarde la matière, on regarde l'étiquette, on suit les recommandations, mais malgré tout ça, on se retrouve parfois avec des vêtements inconfortables, qui ne réagissent pas comme on l'aurait prévu. Et ça peut être frustrant. Surtout quand on veut faire des choix cohérents, durables et alignés. Et très souvent, le facteur qui explique tout ça, c'est un élément qu'on ne voit pas. C'est l'humidité. Tu fais déjà des efforts pour faire des bons choix. Et pourtant, tu peux avoir l'impression que ce n'est pas suffisant ou que quelque chose t'échappe. Et bien souvent, ça ne vient pas d'un manque d'effort, mais un manque de clarté, ce qui fait réellement la différence. La vérité, c'est que le confort et l'entretien d'un vêtement ne dépendent pas entièrement de la matière, mais beaucoup plus de sa capacité à gérer l'humidité. Par exemple, un T-shirt de coton peut sembler très confortable au départ, mais une fois que l'humidité l'a envahi, il va l'absorber et le garder. Résultat, le vêtement devient lourd, humide et beaucoup moins confortable. À l'inverse, un tissu synthétique comme le polyester va plutôt transférer l'humidité vers l'extérieur. Et ça change complètement la sensation. La sensation, cette conscience corporelle qu'on a, l'expérience qu'on fait du vêtement. Un autre exemple très concret, tu as peut-être déjà porté un vêtement qui semblait propre, mais qui développe rapidement une odeur. Souvent, ce n'est pas seulement une question de propreté, c'est une question d'humidité mal gérée. Parce que l'humidité crée un environnement propice aux bactéries. Et les odeurs proviennent des bactéries et non pas de l'humidité elle-même. Et ça influence aussi directement l'entretien. Un vêtement qui retient l'humidité, ça va prendre plus de temps à sécher et peut se détériorer plus rapidement. Alors qu'un tissu qui évacue bien l'humidité sera plus stable et plus facile à entretenir dans le temps. Ce n'est pas juste une question de matière, c'est une question de comportement du textile face à l'humidité. En réalité, lors du port d'un vêtement, l'humidité a 3 fonctions, a 3 rôles. L'humidité va être absorbée, l'humidité sera transférée et l'humidité sera évaporée. Ce qui se produit finalement à l'intérieur d'un vêtement, c'est exactement la même chose qui se produit à l'intérieur d'un bâtiment, à l'intérieur d'une maison, à l'intérieur d'une automobile, à l'intérieur d'un système où est-ce que la température, l'humidité et l'activité, on peut dire, des gens qui l'habitent vont venir changer cet équilibre. C'est ce qui se forme, en fait, à l'intérieur d'un vêtement.
C'est ce qu'on appelle un microclimat. On peut faire exactement la même analogie avec la température à l'extérieur. Lorsque à l'extérieur, ça devient trop humide, qu'est-ce qui arrive? C'est que l'humidité va se condenser, va se transformer en pluie, va se transformer en brouillard, va se transformer en neige lorsqu'il fait plus froid. Mais à l'intérieur d'un vêtement, c'est exactement la même chose. Lorsque l'humidité à l'intérieur du vêtement est mal gérée, bien là, à ce moment-là, il se créera de la condensation et ici, il n'est pas absorbé par l'étoffe, par les fibres, et ça devient très inconfortable. Donc, le microclimat doit apprendre à se gérer, doit apprendre à s'équilibrer. En fait, c'est un équilibre entre l'humidité et la température. Le premier élément, en fait, c'est l'absorption. C'est la capacité du textile à capter l'humidité. Certains tissus absorbent beaucoup, comme le coton, par exemple, mais absorber n'est pas toujours suffisant. Il faut absorber, mais il faut aussi transférer. Et là vient la deuxième étape qu'on appelle le transfert. Le transfert, c'est la capacité du tissu à déplacer l'humidité loin de la peau. Parce que ce que tu ne veux pas, c'est l'humidité sur la peau. Tu ne veux pas cette condensation qui est formée sur la peau. Parce que là, il faut se rappeler que l'expérience qu'on fait d'un vêtement vient en majorité de notre conscience du corps. Donc, si on sent une certaine quantité d'humidité sur notre peau et que la température est déséquilibrée, bien là, à ce moment-là, on a une sensation de fraîcheur qui peut être au début supportable, mais à un moment donné devient très désagréable. Donc, il faut vraiment comprendre que cette humidité, en fait, l'humidité qui est formée à l'intérieur d'un vêtement, c'est l'humidité, c'est notre transpiration, c'est notre sueur qui veut, lors de nos activités, modérée à forte, cette humidité est développée et on veut qu'elle s'évacue à l'extérieur du vêtement. Donc, une fois que le transfert est fait, on veut parler de l'évaporation, de l'évacuation. Et ça, c'est le troisième rôle, en fait, de la façon que l'humidité travaille. Donc, c'est la capacité de l'humidité à s'évaporer dans l'environnement. Donc, on veut que cette humidité sorte du textile et s'en aille finalement dans l'environnement extérieur dans lequel on se trouve. En fait, un vêtement confortable, ce n'est pas celui qui absorbe le plus, c'est celui qui équilibre ces trois éléments. L'élément de l'absorption, du transfert et de l'évaporation. Et on peut comprendre ici que les fibres qui comportent notre vêtement vont absorber l'humidité différemment. Comme par exemple, la laine, c'est une fibre qui absorbe énormément d'humidité. C'est la fibre qui absorbe le plus d'humidité. Le coton, la rayonne viscose. Ensuite de ça vient, par exemple, le chanvre, le lin. Donc, toutes les fibres naturelles absorbent, ou la viscose, par exemple, qui est une fibre artificielle, finalement, l'humidité énormément. Donc, c'est des fibres qu'on aime retrouver près de notre corps, où est-ce qu'on veut qu'ils absorbent une certaine quantité d'eau pour ensuite de ça être transférés à l'extérieur parce qu'on ne veut pas sentir cette eau, cette condensation sur notre corps. Et si on parle de fibres chimiques, de fibres polyester, de fibres de nylon, d'acrylique, qui sont mettons, les plus connus, c'est des fibres qui absorbent moins d'eau. Donc, c'est des fibres qu'on va utiliser beaucoup plus vers l'extérieur du corps. Comme par exemple, le polyester, lui, il retient 0,3 à 0,5 % d'eau. Donc, l'humidité va être évaporée vers l'extérieur. Cependant, il y a un désavantage qu'un polyester directement sur la peau, c'est extrêmement inconfortable parce que justement, il n'y a aucune humidité qui demeure. Et donc, c'est pourquoi qu'on va utiliser près du corps, on va utiliser des fibres qui absorbent un peu plus d'eau. Mais à l'extérieur, on utiliserait, par exemple, des fibres qui vont vraiment transporter l'eau ou transférer l'eau, comme le polyester. Ici, l'analogie que j'aimerais vous donner, c'est vraiment l'analogie du fer à repasser. Si on veut comprendre comment les fibres, en fait, réagissent, comment ils se comportent, autant dans mon vêtement que l'entretien de mon vêtement, on n'a qu'à regarder, à prendre comme référence un fer à repasser. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes d'entre vous qui repassent encore leurs vêtements aujourd'hui, mais si ceux qui portent beaucoup de fibres naturelles, bien, vous êtes un peu obligés d'aller repasser vos vêtements parce que les fibres naturelles ont tendance à froisser. Et il y a des raisons physico-chimiques pour ça. Et une des raisons, c'est justement l'absorption d'eau. Et si vous regardez votre fer à repasser, par exemple, vous regardez la gradation qu'on peut retrouver sur votre fer à repasser, vous allez voir
que dans les températures supérieures, vraiment les températures chaudes, vous allez retrouver le lin, vous allez retrouver le chanvre, le coton, et en diminuant, vous allez retrouver, par exemple, la laine. Et ensuite de ça, on va descendre un petit peu plus vers les fibres chimiques. On va retrouver, par exemple, le polyester, le nylon, l'acrylique. Donc, on peut voir dans cette gradation, plus que c'est chaud en température, plus que la fibre absorbe de l'humidité, plus qu'on aura besoin à appliquer de la chaleur lors du repassage. Et cette chaleur a une fonction très importante, c'est qu'il doit échanger, en fait, prendre l'humidité qui est dans le textile et le transférer, le faire bouger. En fait, qu'est-ce que ça fait? Avec l'humidité, l'étoffe devient plus souple, devient plus réactif. Parce que l'humidité permet de détendre les fibres et modifier leur comportement momentanément. Sans humidité, le tissu est plus rigide, plus difficile à transformer. Alors, l'autre chose qui est très importante à se rappeler aussi, vous pouvez voir qu'il faut plus de chaleur pour évaporer, par exemple, de l'humidité qui est dans des fibres naturelles que dans des fibres synthétiques, où est-ce qu'on a besoin de repasser à des températures plus faibles. L'autre chose qu'il faut se rappeler aussi, c'est la biodégradabilité des fibres. Plus que les fibres vont absorber de l'humidité, plus que cette fibre sera biodégradable rapidement. C'est pourquoi qu'on retrouve, par exemple, les fibres chimiques, où est-ce qu'on peut appliquer moins de température, et l'humidité n'est pas nécessaire pour repasser, mais ça ne nuit pas d'utiliser de l'humidité pour faire cette lubrification qu'on disait. Mais cette fibre chimique, étant donné qu'elle absorbe peu d'eau, lorsqu'elle se retrouvera dans l'environnement, elle va dégrader très lentement. Ça peut prendre jusqu'à des centaines d'années pour dégrader, par exemple, une fibre de polyester ou une fibre de nylon. Maintenant, comment comprendre cette interaction ou cet équilibre de l'humidité de nos vêtements face à notre sensation corporelle qu'on peut avoir, l'expérience qu'on fait du vêtement? Je vous propose une petite expérience que vous pouvez faire chez vous très facilement. Vous allez prendre une serviette 100% coton pour vous essuyer lorsque vous sortez de la douche. Vous allez la mettre dans la sécheuse et vous allez la faire complètement sécher jusqu'à ce qu'il ne reste à peu près plus d'humidité dans la serviette. Ensuite, vous allez prendre votre douche et vous allez prendre cette serviette et vous allez l'utiliser pour vous essuyer. Vous allez voir qu'aussitôt vous allez mettre la serviette sèche de coton sur votre peau, vous allez voir cette sensation de chaleur qui se produit. Et c'est une chaleur qui est très intense. Ça peut durer 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes, mais vous allez voir que plus que la serviette va devenir imbibée d'eau, plus que la température va baisser. Ça, c'est un phénomène qui est important à comprendre pour comprendre le confort, cet échange de l'humidité qui se produit dans un vêtement. Bien entendu, ici, c'est une expérience extrême. On part d'un corps complètement mouillé et on le sèche avec une serviette qui est complètement sèche. Mais quand on a fait le contact entre les deux, on a vu cette température, cette chaleur qui a augmenté et qui est devenue très confortable. C'est une des raisons pourquoi, si vous allez dans les hôtels, vous allez dans les spas, on va vous remettre très souvent une grosse robe de chambre en coton pesant, très lourde, en ratine, que vous allez porter lorsque vous allez sortir soit de la piscine, soit vous allez sortir de la douche, et vous allez mettre cette robe de chambre de coton, et lorsque vous allez la porter, vous allez la mettre sur votre corps, il y a une sensation de chaleur intéressante qui se crée. C'est un phénomène thermodynamique qu'on appelle un phénomène exothermique. Ce qui veut dire que quand on porte un vêtement, lorsque l'échange de l'humidité se fait, il y a une chaleur qui se crée. Et cette chaleur qui est créée, on pense souvent que ça vient soit c'est trop chaud à l'extérieur ou c'est mon corps qui est trop chaud. En fait, c'est simplement l'humidité qui s'est échangée. Et lorsque l'humidité est absorbée dans un vêtement, dans un textile, dans une fibre, il y a un dégagement de chaleur qui se crée. Et c'est ce qu'on appelle une réaction exothermique. Alors que lorsque vous portez, par exemple, un vêtement de coton, cette même robe de chambre que vous portez qui a absorbé toute l'humidité, à ce moment-là, si vous sortez, par exemple, dans un endroit où est-ce qu'il y a de la ventilation, de la climatisation ou qu'il y a un peu de vent, vous allez voir l'effet inverse qui va se créer.
c'est que là, à ce moment-là, il va y avoir un refroidissement qui va se produire. Et ce refroidissement qui se produit, c'est simplement l'humidité qui est absorbée dans la fibre de coton, hein, dans votre vêtement, qui s'évapore. Et là, à ce moment-là, il se crée un phénomène qu'on appelle endothermique. C'est l'inverse du phénomène exothermique lorsque le coton absorbait. Et là, c'est l'humidité qui s'évapore du coton, qui s'en va à l'extérieur, donc qui transfère et qui s'évapore à l'extérieur. Et là, il y a un phénomène qu'on appelle endothermique qui refroidit. Et constamment, les vêtements qu'on porte, on fait l'expérience de ce phénomène exothermique et endothermique d'une façon constante. Sauf que lorsqu'on est dans la fenêtre d'utilisation du vêtement, on ne voit pas tant de différence. Notre peau, par exemple, ne sentira pas nécessairement l'humidité aussi facilement que si c'est très humide. Donc, notre vêtement va opérer dans une certaine fenêtre opérationnelle et pendant ce temps-là, l'humidité va constamment se faire absorber par le vêtement, se faire transférer par le vêtement et désorber par le vêtement. Et nous, à l'intérieur, on a cette sensation agréable de confort. Un petit exemple que j'aimerais vous donner et que j'utilise souvent pour comprendre que le vêtement qu'on porte, peu importe les fibres qui sont utilisées, peu importe le type de vêtement, que ce soit un sous-vêtement ou un survêtement, ce vêtement-là demeure constamment statique. Autrement dit, ces propriétés d'absorber et de désorber l'humidité qui créent notre confort, qui crée cet échange exothermique, endothermique, du vêtement qui est complètement statique. Mais qu'est-ce qui est dynamique? C'est l'environnement extérieur et l'environnement intérieur. Je m'explique. Et je donne l'exemple ici d'un chirurgien, par exemple, qui est dans une salle de travail, hein, qui doit opérer un patient et qui est dans un environnement contrôlé, à température et humidité contrôlée. Au départ, tout est sous contrôle, la température est stable, ses vêtements sont confortables. Ces vêtements, assez souvent, sont fabriqués de matières, qu'est-ce qu'on appelle imper-respirants, ce qui veut dire que les fluides ne peuvent pas pénétrer le vêtement, par exemple, comme le sang, l'eau, l'urine ou peu importe, et ne peut pas pénétrer le vêtement, mais quand même alloue son humidité corporelle de s'évaporer. C'est ce qu'on appelle un vêtement imper-respirant. Et un vêtement imper-respirant peut travailler juste dans une fenêtre opérationnelle de température et d'humidité. Donc, dans le cas qu'on parle ici, au début, tout va bien, le chirurgien est dans une atmosphère contrôlée, l'opération va bien, mais là, tout d'un coup, la climatisation, ce phénomène extérieur, arrête. Et là, la température à l'intérieur de la salle se met à monter. Si ça climatise moins, c'est automatique, il y aura plus d'humidité dans la salle. Donc, à l'extérieur de son vêtement, l'humidité monte, la température monte, et là, à ce moment-là, le chirurgien commence peut-être à ressentir un certain inconfort. Mais lui, il suit son protocole. Et là, tout d'un coup, le patient se met à mal aller, à mal réagir à l'intervention. Et là, à ce moment-là, le niveau de stress, hein, qui est l'intérieur du chirurgien, ça se situe au niveau de son esprit, il est stressé. En plus de la condition extérieure, la climatisation qui ne fonctionne pas, il y a des problèmes avec le patient. Là, ça veut dire qu'il commence à changer ses activités. Là, tout d'un coup, le vêtement devient totalement et complètement inconfortable. Parce que l'environnement extérieur change, l'environnement intérieur change, mais le vêtement, lui, il n'a pas changé. Il a toujours gardé cette même fonction. Mais étant donné que son vêtement est statique et l'environnement intérieur et extérieur dynamique font que finalement, le vêtement devient complètement inconfortable. Le vêtement ne gère plus la transpiration correctement, l'humidité s'accumule. Et ça peut aller jusqu'à affecter la concentration et la performance du chirurgien. Et pourtant, ce n'est pas le vêtement qui a changé. C'est uniquement sa capacité à gérer l'humidité dans un environnement différent. Et en fait, même si nos réalités sont différentes, le principe reste exactement le même pour nos vêtements de tous les jours qu'on porte pour aller au travail, qu'on porte pour faire nos activités. Et c'est exactement le même exemple, deuxième exemple que je peux vous donner, par exemple un pompier. Un pompier va porter un costume, en fait, pour aller se protéger des intempéries, se protéger des agressions extérieures. Mais aussi, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'il y a un humain à l'intérieur. Et cet humain-là devra accomplir des actions, accomplir des efforts qui vont venir changer et modifier le microclimat à l'intérieur de son vêtement.
Et si le microclimat se maintient à l'intérieur de la fenêtre opérationnelle du vêtement, bien, le microclimat sera confortable pour lui. Mais si son activité, par exemple, devient trop intense et que l'environnement extérieur devient trop intense, bien là, ça peut arriver que son vêtement devienne totalement inconfortable. Mais dans le cas ici d'un pompier, et la raison pourquoi je l'amène, j'ai déjà fait partie du comité technique du NFPA, du National Fire Protection Association of America, et j'étais représentant canadien sur ce comité technique. Et je me rappelle très bien à ce moment-là, j'avais découvert plein de choses intéressantes. Et ce qui avait été découvert, en fait, c'est par l'Université de la Caroline du Nord, à Charlotte, que finalement, l'activité d'un pompier, son plus grand risque, c'est une crise cardiaque. Et comment cette crise cardiaque-là est provoquée? C'est simplement par une augmentation de sa température corporelle. Normalement, la température corporelle, c'est 37,5 degrés Celsius, si je me rappelle bien. Et s'il y a une augmentation de la température corporelle de 1 degré Celsius, risque de crise cardiaque. Et c'est les crises cardiaques, assez souvent, qui vont emporter les pompiers ou qui vont créer des problèmes aux pompiers. Ce qui veut dire que la température corporelle va être influencée par le vêtement qu'il va porter. Souvent, dans les années 80, 70, on bâtissait des vêtements pour les pompiers qui étaient beaucoup trop lourds et ne respiraient pas, ne laissaient pas sortir la sueur, ne laissaient pas sortir la transpiration. Oui, l'eau ne pouvait pas pénétrer, mais le pompier suait tellement à l'intérieur du vêtement qu'il provoquait cette réaction exothermique que j'ai parlé un petit peu plus tôt et faisait augmenter la température de son corps d'1 degré, risque de crise cardiaque à ce moment-là. Et on a découvert aussi que la différence entre un vêtement respirant ou non respirant, en fait, améliorait la condition du pompier de quelques minutes. On ne parle pas de demi-heure ou de 15 minutes ici, là, ou de 10 minutes. On parle entre 0 à 5 minutes. Et ce 0,5 minutes-là peut faire toute la différence entre la vie et la mort du pompier. Aujourd'hui, il y a des systèmes à l'intérieur des vêtements qui vont indiquer aux pompiers, bien là, tu es peut-être dans une zone à risque, donc on va t'envoyer quelqu'un pour t'aider ou tu dois te retirer pour que quelqu'un vienne t'aider. Donc, c'est monitoré, c'est suivi d'une façon très, très serrée, justement pour faire en sorte que, sachant que le vêtement il est statique, bien, lui, le pompier étant dans un environnement dynamique, ça va lui permettre en fait de suivre l'évolution de son corps, de son activité intérieure et de l'activité extérieure. Et on peut voir ici, tout ça dépend de l'échange de l'humidité entre le microclimat qui est formé à l'intérieur du vêtement et le microclimat dans lequel le pompier se trouve. Est-ce qu'il se trouve dans un environnement chaud? Est-ce qu'il se retrouve dans un environnement humide? Est-ce qu'il se retrouve dans un environnement qui a beaucoup de feu, qui a peu d'oxygène? Donc, à ce moment-là, il doit porter des appareils pour lui apporter l'oxygène pour respirer. Donc, on peut voir que c'est un ensemble de facteurs qui fait en sorte que le pompier va être en mesure d'accomplir sa tâche, d'accomplir son devoir de pompier. Et tout ça vient en fait de la gestion de cette humidité. Maintenant, dans la science du vêtement, comme on a pu constater dans l'exemple du chirurgien et du pompier, sont deux vêtements qu'on appelle statiques et que l'environnement intérieur-extérieur peut changer. Cependant, dans la science, dans l'ingénierie des vêtements, avec le temps, on a compris un peu plus qu'est-ce que c'était ce microclimat qui était formé et comment on pouvait un peu changer la fenêtre opérationnelle de ce vêtement. Il y a plusieurs façons. J'ai été impliqué dans les années 90 avec le Cloak the Soldier, qui était le nouveau système, en fait, qui était développé pour l'armée canadienne, parce que l'armée canadienne était très, très mal équipée avec leurs vêtements et était un peu une risée même dans le monde au niveau de leurs vêtements. Et dans les années 90, il y avait le Cloak the Soldier, habiller le soldat, où est-ce qu'on a redéfini tout l'ensemble des vêtements du soldat et où est-ce qu'on a opté d'aller vers ce qu'on appelle le multicouche. Autrement dit, pour augmenter la fenêtre opérationnelle d'un vêtement, au lieu de travailler avec un vêtement qui contient l'ensemble de ses couches dans un vêtement, on va appliquer ça à différentes couches. Autrement dit, on va développer un système pour, par exemple, les sous-vêtements.
On va ensuite de ça développer un système de survêtement où est-ce que, par exemple, le pantalon et la chemise vont utiliser certains types de fibres, certains types d'étoffes pour améliorer la performance du soldat. Ensuite de ça, une troisième couche de survêtement où est-ce que, par exemple, on utilisait des polars, on utilisait des types de fibres, des polars même fabriqués de fibres aramides pour les protéger du feu. Et si la température devenait de plus en plus froide à l'extérieur, bien là, ils pouvaient mettre un survêtement où est-ce que ce survêtement possédait des membranes imper-respirantes qui n'étaient pas nécessairement adéquates ou nécessaires lorsque les températures se situaient plus autour du 0 degré ou du moins 5 degrés, mais lorsque la température baissait, ce survêtement, avec une membrane imper-respirante, toujours à l'épreuve du feu et antistatique, permettait aux soldats de vraiment, dans une mission, être en mesure de travailler à l'intérieur de campement, par exemple, en travaillant avec une couche ou deux couches, et lorsqu'il allait dans une activité à l'extérieur avec un travail assez supporté, pouvait travailler avec une première surcouche, et ensuite de ça, lorsqu'il allait dans des conditions hivernales, pouvait mettre une quatrième couche, un survêtement. Donc, le multicouche vient ici améliorer, vient augmenter la fenêtre opérationnelle de l'utilisateur. Par exemple, ici, dans le cas d'un militaire. Mais aussi pour monsieur, madame, tout le monde, vous allez pouvoir peut-être remarquer lorsque vous achetez, par exemple, un survêtement imper-respirant, où est-ce qu'on va porter, par exemple, dans des températures, lorsque c'est humide ou c'est pluvieux et que ça peut aller jusqu'à des températures de peut-être moins 5 degrés, on va porter un survêtement imper-respirant et vous allez pouvoir noter qu'assez souvent, au-dessous des bras ou même dans le dos, il y a des fermetures éclairs qui ont été ajoutées. Justement, lorsque l'activité intérieure devient trop intense, bien, plutôt que l'humidité se forme et se condense à l'intérieur du vêtement, on ouvre ces fermetures éclairs et on laisse sortir temporairement, rapidement l'humidité pour qu'ensuite de ça, on puisse les refermer pour rééquilibrer d'humidité et de température pour pas qu'il y ait trop de refroidissement, mais que l'humidité ait pu au moins sortir d'une façon adéquate rapidement. Donc, c'est une deuxième façon de rendre la fenêtre opérationnelle d'un vêtement plus adéquat pour celui qui le porte, pour l'utilisateur. Bien entendu, dans notre vie de tous les jours, on le sait, le vêtement qu'on peut porter, si on porte une chemise, bien, si on a trop chaud, bien, on détache un bouton, on va rouler nos manches, par exemple. Donc, on va ajuster un peu notre portée et tout ça, on le fait en étant inconscient un peu. On peut porter un petit gilet, par exemple, lorsque c'est trop frais, lorsque la climatisation est trop élevée. Donc, on va porter un multicouche, on va rajouter une couche de vêtements pour améliorer notre confort. Et lorsqu'on a trop chaud, bien, on fait tout simplement que l'enlever. Donc, on voit que le principe du multicouche, c'est un principe qui n'est pas nouveau, mais par contre, on l'a, on peut dire, expérimenté, on l'a développé, on l'a en fait rendu encore plus spécifique pour bien comprendre qu'un vêtement, en fait, on peut le rendre moins statique et un petit peu plus dynamique. Donc, quand tu comprends l'humidité, tu comprends comment le textile va réagir. Tu vas comprendre comment le textile va réagir dans sa vie utile et on va comprendre aussi comment est-ce qu'il réagit après sa vie utile. Et pourtant, on utilise ce principe tous les jours sans forcément en être conscient. Un peu comme notre respiration. En fait, lorsqu'on parle d'un vêtement chirurgical ou on parle d'un vêtement de pompier ou on parle d'un vêtement qu'on porte actuellement dans notre vie de tous les jours, c'est exactement les mêmes principes qui s'appliquent. Est-ce qu'il absorbe, transfère et évapore correctement l'humidité? Et s'il le fait correctement, cela veut dire que notre vêtement est dans sa fenêtre opérationnelle et que l'apport de l'humidité, des fibres, de la façon que l'étoffe est construite, de la façon que le vêtement est construit, il sera dans sa fenêtre opérationnelle où est-ce que ça va nous permettre d'accomplir nos tâches, nos choses qu'on a à faire dans un confort relativement aisé, où est-ce qu'on sera en mesure d'être fonctionnel et efficace. Alors, je te propose une expérience. Observer qu'un vêtement est confortable seulement dans certaines conditions et qu'une fois une de ces conditions est à l'extérieur de sa fenêtre opérationnelle, le vêtement devient de plus en plus inconfortable.
Cette expérience d'inconfort est une sensation désagréable intérieure. Elle ne peut être comprise que dans la réalité de la personne. Et comment reconnaître si un vêtement est vraiment adapté ou non? Première chose à faire, observer dans quelles conditions le vêtement est confortable. Dans quelles conditions ton vêtement est confortable au niveau de la température, le niveau d'activité, l'environnement intérieur et extérieur. Ensuite, identifier les changements de conditions. Observer ce qui se passe lorsque ces conditions changent. Par exemple, tu bouges plus, la température augmente ou l'humidité ambiante change. Ensuite, la période importante, c'est de ressentir le point de bascule. Et à un moment donné, tu vas le ressentir, ce moment de bascule. Le vêtement devient moins confortable, puis de plus en plus inconfortable. Et cette sensation-là, elle est totalement personnelle. Et la raison, c'est que c'est simplement que le vêtement est sorti de sa zone optimale de gestion de l'humidité. Un vêtement n'est pas confortable en soi. Il est confortable dans certaines conditions. Et cette expérience d'inconfort, c'est une sensation intérieure désagréable qui ne peut être comprise que dans ta propre réalité. Nous sommes maintenant rendus à la fin de notre podcast. Prenons quelques secondes pour observer notre esprit avec la détermination de mettre en pratique immédiatement ce qui nous a le plus touchés. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'humidité agit comme un catalyseur invisible. Elle accélère certaines réactions chimiques, elle favorise l'activité biologique et elle modifie les propriétés mécaniques des fibres. Elle ne fait jamais rien seule. Tout dépend du contexte, température, type de fibre, structure textile, conditions de stockage ou d'usage. C'est là que ton pouvoir commence. Pas dans le contrôle absolu, mais dans la compréhension des mécanismes. Parce que dès que tu comprends comment l'humidité interagit dans tes vêtements, tu es capable de prolonger leur durée de vie, réduire les odeurs sans surconsommer de lavage et surtout prendre des décisions plus éclairées sans tomber dans des solutions approximatives. Et au final, c'est exactement ce qu'on cherche. Moins de complexité, plus de maîtrise et un impact réel basé sur des faits, pas sur des perceptions. Si tu veux aller plus loin dans cette compréhension, je t'invite à continuer avec les prochains épisodes.